La cavalière d'Abert. Un soir, après avoir festoyé à la table de Pwyll, ses compagnons d'armes lui dirent: Jamais le Divé n'a connu un roi plus vertueux, ni plus audacieux que toi. Qui d'autre aurait osé s'aventurer dans l'autre monde ainsi que tu l'as fait? Et qui peut s'enorgueillir de posséder un ami aussi puissant que cet Araun, roi de l'abîme, qui ne manque pas, chaque mois, de t'envoyer des cadeaux? Alors, pour ajouter encore à ta gloire, pourquoi ne tenterais-tu pas l'épreuve du tertre d'Abert? Ce nom désignait une petite colline qui recouvrait un antique tombeau, dressé par un peuple disparu. Comme la plupart de ces édifices, il était devenu un lieu sacré. Mais celui-ci présentait une particularité. Selon une prédiction venue du fond des âges, tout homme qui s'asseyerait au sommet assisterait à un prodige ou, s'il en était indigne, recevrait un coup mortel. Inutile de dire que rares étaient ceux qui tentaient l'aventure, et aucun, jusqu'à présent, n'en avait échappé. Puis il ne se fit pas prier. Dès le lendemain, il se rendit au tertre. Malgré la confiance qu'ils accordaient à leur roi, ses compagnons se sentirent un peu inquiets quand il entreprit de gravir la colline, et plus d'un regrettait de s'être laissé emporter par l'enthousiasme. Cependant, Pwyll ne rencontrait aucun obstacle. Arrivé au sommet, il se retournera pour leur adresser un signe. Il ne reçut aucun coup, ce qui était encourageant. Alors il s'installa et attendit le prodige. Au bout d'un moment, il vit venir sur le chemin qui passait au pied du tertre une jeune fille montée sur une jument. Cela, à vrai dire, lui parut un bien petit prodige. Comme la femme était fort belle, il cria à l'un de ses compagnons de la rejoindre et de lui demander qui elle était. Or, malgré de vigoureux coups d'éperon, le cavalier ne parvint pas à rattraper la belle, dont la monture marchait pourtant au pas. Au nom du roi du Divé, ordonna le soldat, arrête-toi. La jeune fille se retourna, haussa les épaules et disparut. Le lendemain, Pwyll se rendit de nouveau au tertre, après avoir posté des gardes tout le long de la route. Comme la veille, sitôt qu'il s'assit au sommet, il aperçut l'inconnu, mais aucun de ses soldats ne réussit à l'intercepter. Au nom du prince des abîmes, s'égosillait-il, nous te sommons de t'arrêter. Avec un sourire dédaigneux, elle les distança sans même mettre sa jument au trot. Le troisième jour, Pwyll se résolut à entreprendre lui-même la poursuite. Dès qu'il aperçut la cavalière, il dévala la pente, sauta sur sa monture et l'éperonna sauvagement. Il galopait, galopait, mais la femme était comme l'horizon qui s'éloigne à mesure que l'on chemine. Quel rusto je fais, maugréa-t-il. Elle n'est qu'une jeune fille. Tous ces hommes en armes doivent l'effaroucher. Alors, comme il craignait de la perdre de vue, il s'écria sur le ton le plus aimable qu'il put. Au nom de l'homme que tu aimes le plus, je t'en conjure, arrête-toi. Elle se retourna et dit en souriant: Je le veux bien, car tu es cet homme-là. Voilà comment Pwyll lia connaissance avec Rhiannon. Ce qu'ils se dirent, cela leur appartient, mais ce seul entretien suffit pour que Pwyll tombât éperdument amoureux de la jeune fille. Je veux bien être ton épouse, dit-elle,
mais que ce soit dans les règles. Dans un an, tu te présenteras à la demeure de mon père, le vieil Heiveid. Tu connais le chemin. Sa maison se dresse au pays de l'abîme, près du gué où tu as combattu Afghan. Si tu veux toujours de moi, tu me demanderas pour épouse. Will trouvait ce délai bien long, mais il ne sut protester. Le sourire de Rhiannon le rendait muet. Va, dit-elle, occupe-toi de ton cheval, car la pauvre bête a beaucoup couru. Un an plus tard, jour pour jour, Will, consumé d'impatience, frappait à la porte David. Un grand festin était dressé, le cœur battant. Il en demanda la raison au portier. C'est que, répondit le bonhomme, ce soir, la fille David épouse le roi du Divé. Ainsi, Rhiannon n'avait pas douté de son amour. Puis il se sentit l'homme le plus heureux du monde. Tous lui réservèrent un aimable accueil, et il prit bientôt place auprès de sa fiancée, qu'il trouva plus belle encore que dans son souvenir. Or, vers la fin du repas, un homme aux riches habits de velours noir, rehaussé d'or, pénétra dans la salle. Son œil unique brillait d'un éclat fiévreux. Rhiannon pâlit à sa vue, mais Pwyll, tout à sa joie, ne le remarqua même pas. Prends place, étranger, dit-il, et réjouis-toi avec nous, car c'est aujourd'hui jour de fête. Mais l'autre se planta devant lui. Roi, je demande un don. En qualité de roi et en tant que premier convive du banquet, Pwyll ne pouvait se dérober à une telle requête. Il n'y songea d'ailleurs même pas. Parle, ce que tu réclameras, je te l'accorderai, pourvu que ce ne soit ni mon cheval, ni mon épée. Hélas, Will avait encore des réflexes de célibataire. Il ne songea pas à exclure Rhiannon de ce choix. Et bien entendu, ce fit la fiancée que le borgne exigea. Will, acculé à perdre ou l'honneur ou l'amour, était au comble de la consternation. Mais Rhiannon lui souffla à l'oreille. Ce soir, ta naïveté nous perd, et tu es tombé dans le piège que t'a tendu ce démon. Je le connais. Il se nomme Gwawl, fils de Clout. Depuis longtemps, il me tourmente pour que je devienne son épouse. Tu ne peux te dérober sans te déshonorer, mais n'aie crainte. J'imposerai un an de fiançailles à ce malotru. Ce délai expiré, viens déguisé en mendiant et demande qu'on remplisse ce sac en peau de porc que tu aperçois là-bas. Ayant ainsi parlé, elle suivit son ravisseur. Un an plus tard, Pwyll retourna au royaume de l'abîme et se présenta devant la demeure du borgne. Il avait enveloppé ses pieds de vieux chiffons et jeté sur ses épaules une guenille immonde. Une capuche rabattue bas dissimulait son visage. Cependant, Rhiannon, qui guettait sa venue, le reconnut aussitôt à sa démarche. Elle fit appeler Gwawl et lui dit: Jamais je n'épouserai un homme qui aurait lésiné sur le banquet de la noce. Montre-moi ce qu'il en est. Sûr de lui, car il avait prévu viandes et bières en abondance, Gwawl l'entraîna dans la salle où la table était déjà dressée. C'est là qu'on vint le prévenir qu'un mendiant le sollicitait. Qu'il entre, s'écria Gwawl. Il ne sera pas dit que le jour de mes noces, j'aurai manqué de générosité. Qu'il approche et je remplirai son ventre et sa besace. Introduit dans la salle, le mendiant, le front humblement baissé, tendit son sac. Gwawl commença à y jeter de la nourriture.
plus il en mettait, plus le sac en contenait. Le borgne se lassa bientôt de ce jeu. Ça suffit à présent, éloigne-toi. Mon ami, dit Rhiannon, tu t'es engagé à remplir son sac. Je n'épouserai jamais un homme qui manque à sa parole, surtout par avarice. Mais tout va y passer, que donnerai-je aux invités? Je connais cette sorte de sac, précisa Rhiannon, d'un ton conciliant. Il ne sera jamais plein, à moins qu'un chef très puissant n'entasse le contenant avec ses pieds en disant on en a assez mis. Appelle l'un de tes amis afin qu'il s'en charge. Inutile. Ne suis-je pas le plus puissant ici? Emporté par la colère, Gwawl arracha la peau de porc des mains du mendiant et entra dedans. Il piétina la nourriture et crache en jouissant. On en a assez mis. C'est assez, en effet, dit Pouil en se redressant et en découvrant son visage. Avant que Gwawl saute hors du sac, il fit coulisser le lacet qui enfermait l'orifice et le noua solidement. Puis il sonna le corps. Alertés, les gens de la maison accoururent. Il y a là-dedans un blaireau que j'ai attrapé alors qu'il allait s'emparer de ce qui ne lui revient pas. Voyez comme il se débat. Aussitôt, les domestiques se saisirent de gros bâtons et frappèrent le sac, jusqu'à ce que Gwawl implore la pitié de Pouil. Soit, dit celui-ci, je t'accorde la vie sauve, à condition toutefois que tu renonces à toute réclamation et à toute vengeance. Furieux, le borgne dut accepter cette exigence. Il s'enfuit sous les colibets et le rire des serviteurs, pas fâchés d'avoir eu l'occasion de rosser leur détestable maître en toute impunité. Et maintenant, dit Pouil à Rhiannon, je suppose qu'il va me falloir patienter encore un an. Ce n'est pas la peine, dit-elle. J'ai assez attendu, moi aussi. Puisque le banquet était prêt, on procéda sur place aux épousailles. Les invités trouvèrent la cuisine excellente et se soucièrent assez peu de voir qu'on avait changé de fiancé.